Ce jour-là, alors que les couloirs du palais résonnaient du bruit sourd des pas des gardes, Philippe II ressentit pour la première fois le vide réel du pouvoir, même s'il occupait encore le trône. Son corps tremblait, la peau de ses mains et de ses pieds était couverte de taches de pourriture, les plaies sur son dos et ses cuisses s'agrandissaient, dégageant une odeur âcre, presque insupportable. Les serviteurs chuchotaient derrière son dos. Chaque regard qu'ils lui jetaient était accompagné d'un frisson et d'un dégoût. Il essayait de garder son air royal, mais la douleur qui émanait de son entrejambe était insupportable. Son pénis, mutilé et coupé sur ordre d'un groupe secret de ses proches, était une source de chaleur et de saignement constant. Chaque matin apportait de nouvelles souffrances. Le pouls de Philippe était à peine perceptible. Sa langue était sèche et tachetée. Son urine était trouble et avait une odeur âcre. La fièvre était suivie de frissons et son corps perdait progressivement sa capacité à bouger. De légers gémissements interrompaient ses pensées sur l'État, sur le testament qui devait maintenir l'ordre après sa mort. Chaque médecin qui entrait dans la chambre consignait son état dans des notes. Pouls 3 fois par jour, température, couleur et odeur de la peau, degré des sécrétions, état des plaies. Des sangsues étaient placées sur ses cuisses et son ventre. Des saignées étaient pratiquées en petite quantité 2 fois par semaine. Des cautérisations ponctuelles étaient effectuées sur la poitrine et la taille. Et des pommades à base de miel et d'herbes étaient appliquées 3 fois par jour. On lui donnait de l'opium en grains à l'aube et 2 cuillères de sirop de pavot le soir. Les compresses à base de plantes étaient changées toutes les 30 minutes et maintenues jusqu'à 1 heure afin de réduire la douleur aiguë. La crainte du jugement divin renforçait sa paranoïa. Il se confessait tous les jours, mais le doute quant au pardon de ses péchés ne le quittait pas. Il exigeait que chaque prière soit strictement respectée, surveillant les prêtres qui inclinaient humblement la tête. Parfois, ces hallucinations donnaient vie à des images d'exécution de hérétiques, et il voyait ses propres organes se transformer en instruments de torture, son corps, où se trouvait autrefois son membre, devenir une source de douleur et de peur. Dans les couloirs du palais, une lutte pour le pouvoir faisait rage. La vieille noblesse tentait de limiter l'accès à Philippe et des gardes surveillaient quiconque osait entrer. Des notes secrètes, des rapports et les chuchotements des serviteurs consignaient chaque mouvement. Qui servait les plats, qui vérifiait le vin, qui tentait de falsifier les sceaux sur les documents. Seuls les conseillers les plus proches pouvaient entrer dans ces appartements et chacun de leurs pas était surveillé. Les conspirateurs discutaient des changements de politique, de l'influence des ambassadeurs de France et d'Angleterre, planifiant leurs profits en cas de mort du roi. Malgré son épuisement physique, Philippe continuait à donner des ordres, à signer des documents et à vérifier des rapports. Mais son visage pâlit, ses yeux se troublaient, il perdait partiellement la vue et une odeur de corps en décomposition emplissait ses appartements. Les serviteurs notaient dans leurs journaux que ses talons se fendaient, que ses plaies se couvraient de croûtes et que des traces d'urine restaient sur le feutre. Chaque ronde nocturne était accompagnée de tension et de crainte de la colère du roi, qui pouvait encore agir, même si son corps se transformait progressivement en une enveloppe de souffrance. Sa décomposition morale allait de pair avec sa décomposition physique. La paranoïa grandissait,
la confiance envers ses proches disparaissait. La peur des traîtres s'emparait de son esprit. Il soupçonnait tout le monde, même ses serviteurs les plus proches, de tenter de changer sa volonté, de falsifier son testament. Une lutte se livrait dans son esprit, le désir de vivre contre une douleur insupportable, la peur des péchés et du jugement de Dieu, la compréhension que personne ne pourrait sauver son corps et son âme. Et bien que la mort ne soit pas encore venue, le palais sentait déjà la fin approcher. Les rumeurs, les rapports et les murmures remplissaient les couloirs, tandis que Philippe continuait d'exister dans un état de décomposition douloureuse, dirigeant le pays dans l'agonie, mais de plus en plus isolé du monde qu'il avait autrefois gouverné avec une autorité absolue. Chaque jour, l'agonie de Philippe II devenait plus palpable. Les appartements étaient envahis par une odeur nauséabonde provenant du corps du monarque, de ses blessures aux cuisses et au dos, ainsi que de l'aine où son pénis avait été violemment arraché par des serviteurs sur ordre d'un groupe secret de courtisans. Le sang qui suintait des tissus déchirés laissait des traces sur les draps et les couvertures, de sorte que chaque pas des serviteurs était accompagné d'un frisson. Philippe tentait de contrôler la situation, mais son corps ne lui obéissait pas. Les plaies s'agrandissaient, les croûtes se fendaient. Une odeur de cadavre, mêlée à une odeur de sueur ancienne, se répandait dans les couloirs, semant la panique parmi tous ceux qui entraient dans les appartements. Son sommeil était agité. Les frissons alternaient avec la fièvre. Sa tête tournait. Sa langue était sèche. Son pouls était faible et irrégulier. Les médecins notaient tout: la couleur de la peau, l'odeur, la température, l'état des plaies. Des sangsues étaient placées pendant 20 minutes sur les cuisses et les avant-bras. Des saignées étaient pratiquées en petite quantité 3 fois par semaine. Des cautérisations ponctuelles étaient effectuées sur la poitrine et les épaules. Des pommades à base de plantes et de miel étaient appliquées 4 fois par jour. De l'opium était administré en grains à l'aube et 2 cuillères de sirop de pavot étaient données chaque nuit. Des compresses à base de plantes étaient changées toutes les 30 minutes et maintenues jusqu'à 1 heure afin de soulager la douleur insupportable. Philippe essayait toujours de parler, de signer des documents, de participer aux réunions. Mais son discours était devenu saccadé, son regard était trouble, il était souvent perdu dans ses pensées, entendait des chuchotements et avait des hallucinations, comme si les murs de ses appartements murmuraient de la trahison. Les serviteurs chuchotaient, discutaient du mécontentement du roi et des plans des conspirateurs. Chaque jour était une épreuve pour eux. Ils avaient peur de toucher le corps du roi. Ils craignaient sa colère et son odeur contagieuse. Mais ils étaient obligés d'obéir aux ordres, sinon la punition pouvait être immédiate. À cette époque, les intrigues de cour faisaient rage. L'ancienne noblesse cherchait à dicter les conditions de succession, à contrôler la rédaction du testament, tandis que le nouvel entourage tentait d'imposer ses propres conditions. Les ambassadeurs de France et d'Angleterre participaient à des négociations secrètes, essayant d'utiliser l'état du roi à leur avantage. L'accès aux appartements était strictement réglementé par des gardes qui se relayaient. Les clés étaient conservées par les courtisans les plus proches. Des passages secrets étaient utilisés pour des réunions secrètes et des discussions de plans. Chaque personne entrant dans les appartements était consignée dans des journaux qui indiquaient qui servait les plats, qui goûtait le vin,
qui remplaçait les seaux afin de contrôler les informations. La maladie de Philippe n'épargnait pas ses organes. Son pénis amputé restait une source d'inflammation purulente constante. Les plaies ne cicatrisaient pas. Les muqueuses de la région inguinale étaient en état de décomposition. Philippe ressentait une douleur brûlante au moindre mouvement. Chaque tentative de s'asseoir ou de s'allonger était accompagnée de cris et de gémissements qui faisaient trembler les murs du palais. Il essayait de conserver son apparence de monarque, mais son corps le trahissait. Le vagin et le pénis, laissés par les serviteurs lors des rituels de contrôle et d'humiliation, lui rappelaient des souvenirs douloureux, aggravant sa décomposition morale. La tension religieuse restait vive. Philippe se confessait tous les jours, mais ses doutes quant au pardon de ses péchés et sa crainte du jugement divin grandissaient. Il exigeait que les prières soient récitées strictement selon l'horaire, surveillant les prêtres. Leur soumission devenait obligatoire et le moindre retard était perçu comme un défi. Des hallucinations lui faisaient voir des scènes d'exécution d'hérétiques et la trahison de ses propres gardes du corps. Les serviteurs notaient dans leurs journaux comment les plaies se couvraient de croûte, comment les crevasses aux talons s'approfondissaient, comment les traces d'urine et de sang laissaient une odeur désagréable sur le feutre. Les rondes nocturnes étaient tendues. Chaque pas des gardes pouvait provoquer un accès de colère de Philippe, qui continuait à donner des ordres alors que son corps perdait toute capacité de mouvement. Les serviteurs discutaient à voix basse pour savoir qui d'entre eux survivrait, qui paierait le prix de la moindre erreur, tout en observant l'état de santé du roi se détériorer. La paranoïa et la décomposition morale s'intensifiaient parallèlement aux souffrances physiques. Philippe soupçonnait tout le monde autour de lui, voyait des complots même là où il n'y en avait pas. Chaque nouveau symptôme, aggravation des ulcères, odeur de corps en décomposition, incapacité à contrôler ses muscles, devenait une preuve de trahison. Il continuait à donner des ordres, essayait de dicter son testament, de contrôler les affaires de l'État, mais chaque jour devenait de plus en plus douloureux et isolé. Ses souffrances, alimentées par les intrigues et la peur, détruisaient lentement la vie de cour. Les anciens courtisans tentaient de maintenir l'ordre. Les nouveaux profitaient de la faiblesse du roi. Chaque nuit était remplie de réunions secrètes, de craintes d'assassinat, de falsification de documents et de tentatives de modifier les dernières volontés de Philippe. Des rumeurs circulaient sur de nouvelles alliances, sur des trahisons qui pourraient encore ébranler l'État après la mort du monarque. Mais Philippe restait en vie, tourmenté et terriblement faible, toujours capable d'inspirer la peur, même s'il ne pouvait plus jouir du pouvoir qui lui appartenait autrefois entièrement. Chaque matin, l'état de Philippe empirait. Les ulcères s'étendaient, saignaient, suintaient un liquide purulent qui se mélangeait à la sueur et s'imprégnait dans les draps et les couvertures. La région de l'aine, où le pénis avait été arraché de force, était devenue une source de douleur et d'infection permanente. Il conservait encore le pouvoir en parole. Il donnait des ordres, signait des documents, mais ses mains tremblaient, ses yeux se troublaient, son corps se couvrait de taches de peau en décomposition. Le moindre mouvement provoquait des gémissements perçants qui faisaient frissonner les serviteurs. La pourriture s'installait plus profondément. Les organes internes résistaient. L'estomac refusait de fonctionner.
la faiblesse grandissait. Les serviteurs et les courtisans avaient désormais peur de s'approcher de lui. Leurs chuchotements remplissaient les appartements. Chaque détail de l'état du monarque était discuté. Ceux qui goûtaient les plats, ceux qui vérifiaient le vin, ceux qui changeaient les seaux, tout était noté en secret, car chacun pensait que la faiblesse du roi ouvrait des possibilités pour son propre profit. Les passages secrets étaient utilisés plus fréquemment pour dissimuler les réunions des conspirateurs, tandis que l'ancienne noblesse et le nouvel entourage se disputaient le contrôle du pouvoir futur. Les ambassadeurs d'Espagne et de France consignaient l'état du monarque dans leurs rapports, attendant le moment propice pour influencer la succession au trône. Les traitements médicaux devenaient de plus en plus épuisants et fréquents. Des sangsues étaient désormais placées sur les cuisses et les épaules pendant 40 minutes. Des saignées en petite quantité étaient pratiquées quotidiennement et des cautérisations ponctuelles sur la poitrine et les mains étaient effectuées 2 fois par jour. Des pommades à base de miel, d'herbes et de résine étaient appliquées toutes les 3 heures. De l'opium était administré en grains à l'aube et au coucher du soleil, et 2 cuillères de sirop de pavot étaient prises matin et soir. Les compresses à base d'herbes étaient changées toutes les 20 minutes et maintenues pendant des heures, mais le soulagement n'était que temporaire. Philippe perdait peu à peu le contrôle de sa vessie, ses mouvements des bras et des jambes devenaient faibles et incontrôlables. Une odeur de cadavre, de plaies purulentes et d'aine se répandait dans les couloirs, obligeant les courtisans à se tenir à distance. Même ceux qui lui restaient fidèles éprouvaient du dégoût et de la peur. Mais il continuait à donner des ordres, essayait de dicter les conditions de son testament, exigeait une confession quotidienne tout en doutant de pouvoir obtenir le pardon. La paranoïa avait atteint son paroxysme. Des hallucinations et des visions délirantes le hantaient jour et nuit. Il voyait les ombres des traîtres, entendait les chuchotements des prêtres qui l'insultaient, souffrait de visions des exécutions des hérétiques qu'il avait condamnés de son vivant. Il comprenait encore qu'il perdait le contrôle, mais chaque ordre et chaque mouvement de ses lèvres lui donnait l'illusion du pouvoir. Il soupçonnait même ses proches de lui glisser de faux rapports ou de préparer son assassinat, et chaque bruit derrière la porte de ses appartements était perçu comme une conspiration. Les intrigues de cour se développaient sans relâche. Son nouvel entourage tentait d'imposer ses conditions pour le testament. La vieille noblesse manipulait les documents, falsifiait les signatures, ralliait secrètement les ambassadeurs et les partisans d'une ligne dure. Les gardes se relayaient pour surveiller toutes les entrées et sorties. Mais tout le monde comprenait que la faiblesse du monarque ouvrait la voie à un chaos futur. N'importe qui pouvait être soupçonné et devenir victime d'intrigues ou de tromperies. Chaque jour de souffrance, chaque cri de douleur dans l'aine, chaque murmure des serviteurs discutant de son corps mutilé renforçait l'atmosphère de terreur. Il pourrissait vivant, mais sa peur de la mort et du jugement divin maintenait son esprit en tension. Il voyait son corps le trahir, ses organes internes lâchés, les ulcères se propager sur ses cuisses et son dos, les croûtes se fissurer et l'odeur de pourriture devenir insupportable. À cette époque, le peuple et les ambassadeurs étrangers commencèrent à prendre conscience de l'état du monarque. Des rumeurs sur sa maladie douloureuse et sa lente décomposition se répandirent
dans toute l'Espagne et au-delà. La crainte de sa mort éventuelle et des conséquences pour le pouvoir poussa les gens à chercher protection auprès de nouveaux courtisans influents et de conspirateurs. Chaque lettre, chaque rumeur sur l'état de Philippe devenait un instrument de manipulation et de manœuvre politique. Pendant ce temps, la tension religieuse s'intensifiait. Philippe exigeait toujours de se confesser quotidiennement, mais ses doutes quant au pardon de ses péchés s'accentuaient. Il rêvait des punitions qui l'attendaient après sa mort et voyait des scènes où son âme souffrait pour ses péchés, notamment pour l'ablation forcée de son pénis. Chaque pensée concernant le jugement de Dieu renforçait sa peur, mais le rendait en même temps plus exigeant envers ses subordonnés et les membres de la cour. Les souffrances physiques s'intensifiaient, les intrigues bouillonnaient, la paranoïa grandissait, et le corps de Philippe était presque entièrement soumis à la maladie. Il pouvait encore donner des ordres, observer, contrôler les événements, mais ce n'était plus que l'ombre de son ancien pouvoir, le reste n'étant qu'une existence douloureuse. Le corps de Philippe ne lui obéissait pratiquement plus. À moitié aveugle, il distinguait à peine les visages des courtisans, mais il entendait leurs chuchotements et le bruit de leurs pas, qui renforçait sa paranoïa. Chaque mouvement des serviteurs provoquait une soudaine crise d'angoisse. Il lui semblait qu'ils avaient tissé une toile de complot autour de son lit. Des ulcères se développaient sur son dos et ses flancs. La région de l'aine, où son pénis avait été retiré de force, était devenue une source de douleur constante et atroce. Le pus coulait sans discontinuer et le sang se mélangeait à la sueur et aux sécrétions, laissant des taches sur les draps et le feutre. Les croûtes sur les plaies se fendaient. Une odeur de pourriture se répandait dans les pièces, ne laissant approcher que les serviteurs les plus fidèles et les plus craintifs. Philippe continuait à donner des ordres, mais chaque mot était prononcé entre ses dents, dans un grincement et des gémissements. Il dictait son testament, exigeait des corrections, soupçonnait quiconque s'approchait des papiers ou tentait de noter ses paroles. Les gardes limitaient désormais l'accès au roi avec une cruauté particulière. Les gardes étaient renforcés, les clés étaient confiées aux principaux courtisans, les passages secrets étaient contrôlés, et même les ambassadeurs devaient attendre des heures avant d'être autorisés à entrer dans les appartements. Les soins médicaux étaient devenus un supplice quotidien. Des sangsues étaient désormais placées sur les cuisses, le dos et la poitrine pendant 45 minutes. Et des saignées étaient pratiquées 2 fois par jour en petite quantité. Des cautérisations ponctuelles sur les mains, la poitrine et les jambes étaient effectuées 3 fois par jour. Des pommades à base d'herbes, de résine et de miel étaient appliquées toutes les 2 heures, et de l'opium et du sirop de pavot étaient administrés à des heures strictement définies. Les compresses à base de plantes étaient changées toutes les 20 minutes et maintenues pendant des heures, mais le soulagement n'était que de courte durée. La langue était recouverte d'un enduit. Le pouls s'affaiblissait. Le corps s'épuisait. La transpiration laissait des taches humides sur le feutre. L'urine laissait des traces sur les couvertures. Les courtisans se tenaient désormais à distance. Leur chuchotement était devenu presque constant, discutant de chaque soupir, de chaque gémissement, de chaque regard erroné du roi. Le nouvel entourage et l'ancienne noblesse
se disputaient le contrôle du pouvoir futur, falsifiant des documents et des rapports, modifiant des signatures, ralliant secrètement le soutien des ambassadeurs et des partisans de la ligne dure. La moindre erreur ou le moindre mot mal placé pouvait coûter la vie. Mais malgré cela, Philippe continuait d'influencer les décisions, d'exiger des rapports et de donner des ordres. La paranoïa et les hallucinations atteignirent leur paroxysme. Philippe voyait des traîtres qui n'existaient pas, entendait les chuchotements des anges et des démons à la fois. Il rêvait de scènes d'exécution d'hérétiques qu'il avait condamnés de son vivant, voyait ses propres serviteurs préparer son supplice et sa trahison. La peur religieuse intensifiait ses tourments. La confession et la communion étaient devenues une routine quotidienne, mais le doute quant au pardon le rongeait. Chaque mention du jugement divin provoquait chez lui des tremblements et une peur intense, mais il essayait toujours de garder le contrôle des intrigues de la cour. L'influence de Philippe sur la situation politique restait considérable. Il signait des documents par l'intermédiaire de ses assistants, dictait les conditions de son testament, s'immisçait dans les questions d'exécution et de grâce. Mais sa faiblesse et son odeur de pourriture faisaient que de nombreux courtisans commençaient à ignorer ses ordres ou à les falsifier. Les intrigues se multipliaient, l'ancienne noblesse et le nouvel entourage se disputaient l'héritage. Les ambassadeurs observaient le moindre mouvement, et la crainte d'une mort possible du roi planait sur le palais comme un nuage sombre. Les souffrances physiques s'intensifiaient, des ulcères sur les côtés et le dos, la région de l'aine, où le pénis avait été retiré, ne cessait de saigner. Le pus et l'odeur de pourriture étaient insupportables. La peau était couverte de taches, les crevasses sur les talons, et les mains risquaient de s'infecter. Chaque mouvement provoquait des gémissements perçants. La douleur résistait même à l'opium. Philippe pouvait à peine se maintenir sur son lit. Des sangles et des oreillers le retenaient pour l'empêcher de tomber. Chaque jour, chaque heure de son existence était remplie d'horreur. Les serviteurs avaient peur de le toucher. Les ambassadeurs craignaient de le regarder. Les courtisans chuchotaient sur son avenir. Mais même dans cet état, Philippe restait le centre du pouvoir, capable de dicter le cours des événements. Sa paranoïa, sa peur du jugement divin et ses souffrances physiques créaient une aura d'horreur qui paralysait tout le monde autour de lui. Philippe ne pouvait plus parler ni penser clairement. Son corps l'avait définitivement abandonné. À moitié aveugle de douleur, défiguré et en décomposition, il gisait sur un lit couvert de taches de pourriture, de sang et de sécrétions purulentes. Des sangles le maintenaient pour l'empêcher de tomber, mais même cela ne pouvait arrêter les tremblements et les convulsions. La région de l'aine, où son pénis avait été arraché de force, continuait à lui causer une douleur atroce, mêlée au reste d'inflammation et de plaies purulentes, et une odeur de pourriture se répandait dans toute la pièce. Les plaies sur son dos, ses côtés et ses jambes se fendaient. Les croûtes s'écaillaient. Chaque gémissement faisait trembler les murs, faisant frissonner les serviteurs. Ce jour-là, Philippe ne pouvait plus conserver le pouvoir. Aucun ordre n'était exécuté, les serviteurs craignaient de s'approcher et les courtisans falsifiaient secrètement les documents et les rapports, décidant de l'avenir sans lui. L'ancienne noblesse et le nouvel entourage entrèrent dans une dispute ouverte pour le contrôle du trône, tandis que les ambassadeurs observaient,
préparant leurs requêtes et leurs accords. Chaque mouvement de son corps, chaque tentative de s'asseoir ou de bouger, lui causait une douleur atroce et une grande faiblesse. Les traitements médicaux ne lui apportaient plus aucun soulagement. Les sangsues, les pommades, les compresses à base de plantes et l'opium ne faisaient que retarder l'inévitable. Son pouls s'affaiblissait à chaque minute. Sa langue était sèche et recouverte d'un enduit purulent. Sa respiration devenait saccadée et sifflante. Les serviteurs tentaient de nettoyer les draps, de changer les oreillers, mais l'odeur putride et l'aspect du corps en décomposition étaient insupportables. Philippe essayait péniblement de prononcer des mots, touchait les papiers pour corriger son testament, mais sa main ne lui obéissait pas. Ses pensées s'embrouillaient. Il voyait dans ses rêves des scènes d'exécution, de trahison et de jugement divin. Il entendait les chuchotements des anges et des démons. Chaque souvenir de pouvoir et de grandeur contrastait avec l'humiliation et la douleur qui accompagnaient ces dernières heures. Lorsque la fin arriva, sa respiration devint rare et saccadée. Les serviteurs et les courtisans, craignant de le toucher, se tenaient à distance. Les gardes bloquaient les passages pour que personne ne vienne troubler ce moment. Les ambassadeurs prenaient des notes, et les vieilles intrigues s'éteignaient doucement dans le silence des appartements. La mort de Philippe fut longue, douloureuse et humiliante. Son corps, déjà en décomposition de son vivant, avait désormais complètement cessé d'exister en tant que symbole du pouvoir. Les conséquences furent immédiates. Le pouvoir fut contesté. Les courtisans et les ambassadeurs commencèrent à manipuler le testament et les conditions de transmission du trône. L'ancienne noblesse et le nouvel entourage s'affrontèrent dans une lutte pour le pouvoir. L'Espagne plongea dans une période d'incertitude et d'intrigue politique, où la crainte de l'ancienne tyrannie se mêlait à l'horreur de la mort du roi. Le peuple, les prêtres et les ambassadeurs étrangers étaient conscients du contraste entre la grandeur de Philippe et l'horreur de ces dernières heures, créant une atmosphère d'inquiétude, de doute et d'attente d'un nouvel ordre. La sombre chronique des derniers mois et des derniers jours de Philippe II a laissé une trace indélébile. Les luttes politiques ont repris avec une vigueur nouvelle. La peur de la maladie, de la décomposition et de la fragilité mortelle a renforcé l'horreur mystique qui entourait le pouvoir. Le roi, qui pourrissait vivant, est devenu l'exemple même de la façon dont la destruction physique du corps et la décomposition morale peuvent bouleverser le destin des États et des hommes, laissant derrière eux le chaos et la peur, où la faiblesse humaine et les ambitions s'affrontent de la manière la plus terrible.